Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir une nouvelle fois, mais ça faisait un moment que ça n'avait plus été le cas, Olivier Martinelli, dont on adore, je ne vais pas dire depuis ses débuts, ce serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas au moins depuis La nuit ne dure pas, ce livre mythique désormais disparu, Oui. mais dont tu nous en diras peut-être un mot tout à l'heure, qui peut-être un jour renaîtra. J'aimerais bien, oui. Oui. Mais donc depuis cette époque-là, donc il y a maintenant 6 ans. Oui, c'était en 2011. On essaye de suivre à peu près tout ce que tu fais, puis ça nous enchante à chaque fois. Et moi j'aime beaucoup en fait cette idée que, en partant d'un terreau qui était vraiment totalement ancré dans le rock, et je l'avais dit à l'époque, c'était vrai pour La nuit ne dure pas, c'était vrai pour les nouvelles dans Nevermind, c'était vrai pour évidemment Une légende. Olivier fait partie de ces gens qui sont pas si nombreux en France, qui ont vraiment une qualité d'écriture pour faire passer en fait la complexité de ce que peut être le rock, et justement qui n'est pas juste un truc caricatural, c'est quelque chose qui est variable, qui a beaucoup de richesse d'écriture, et tu l'avais fait d'une façon assez magnifique. Et c'est vrai qu'ensuite, quand on a vu apparaître deux ouvrages assez différents, mais où pourtant il reste quelque chose, on va dire, non, en quoi L'ombre des années sereines, ou En quoi quelqu'un a tué, c'est rock. Et en fait, si, ça l'est d'une certaine façon. Parce qu'il y a vraiment pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, quelque chose qui est essentiel dans le rock, et qui sont au centre de ces deux ouvrages. Donc si vous les connaissez pas déjà, moi je vous les recommande absolument. Quelqu'un a tué, qui, pour simplifier énormément, parle de l'ombre portée de la guerre d'Espagne en fait sur le contemporain. Et L'ombre des années sereines, qui le fait d'une façon encore plus ramassée, avec en plus un très bel ouvrage aux éditions 5, et qui parle d'une chose particulièrement rare, très rarement traitée en littérature, qui est le moment, en fait, l'extrême fin de ce qu'on appelait pas d'ailleurs officiellement la guerre d'Algérie, ce qu'on appelait les événements, une simple opération de police, et le moment donc où l'OAS en fait est né, et donc la colère, le type de colère qui crée en fait des terroristes, il faut bien le dire, et la façon dont ça s'est fait, et qui est fait d'une façon magnifique, très très surprenant. Alors voilà, on va dire en quoi c'est rock ça? Eh ben si en fait. Je vais la prendre comme vous, hein. Je l'attends. Si, il y a vraiment quelque chose. Donc, moi j'aime bien voir cette œuvre qui croît en fait, qui s'épaissit, qui va chercher dans des directions nouvelles, et puis qui garde quelque chose d'assez fondamental au centre. Donc le rock, on le dit, puis aussi le football. Le football est très présent. Donc il y a cette fabuleuse nouvelle où on apprend, et on en reparle d'ailleurs dans L'Homme de Miel, c'est pour ça que je me permets d'en parler, du Football Club de Sète, et notamment de sa section senior. Vétérans, pardon, oui, les vétérans, excusez-moi, et non pas seniors. Mais donc dans ce recueil magnifique, il y a d'excellentes nouvelles de plusieurs auteurs, mais notamment une nouvelle d'Olivier qui est particulièrement poignante autour du football. L'Homme de Miel, c'est quelque chose d'assez différent. Moi, ce que j'ai beaucoup admiré dans L'Homme de Miel, qui raconte, mais n'est pas un récit au sens d'un récit, c'est une fiction, c'est un roman à propos de quelqu'un qui, pour moi, pourrait être, a même des chances d'être éventuellement Olivier Martinelli, moyennant quelques variantes, mais qui est confronté donc à la maladie la plus cruelle, potentiellement mortelle, à ses brèves échéances, et donc qui, face à ça, doit un peu recomposer son univers, et en même temps, est-ce qu'il faut vraiment le recomposer, est-ce qu'il faut pas au contraire creuser des choses? Donc il y a un peu tout un tas de défis qui se présentent, et d'arriver à traiter ça sous forme fictionnelle, sans qu'on verse dans le pathos et les larmes, c'est un tour de force. Enfin, pour moi, c'est un tour de force, parce que c'est vraiment ce à quoi on s'expose. On parle de quelque chose qui est fondamentalement poignant à la base, et ça arrive à être drôle, d'être vraiment humoristique, et pas de l'humour noir, de l'humour. Ça arrive à chercher des choses qui sont enfouies, à trier, ça, est-ce que c'était important? Oui, quand même, ça l'est, même si ça a l'air anodin, c'est important. Et c'est surprenant, parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler très importantes, qui en fait le sont pas tant que ça, dans cette confrontation. Puis il y a des choses qui le deviennent. Et je trouve que ce parcours, donc, qui est fait presque sous forme alors de scènes, de très courtes nouvelles,
tous se touchant hein, et résonnant les uns avec les autres, bien entendu, au long du cheminement de cette maladie qu'il faut repousser, vaincre, mettre à distance, ou gérer tout simplement, enfin même si le mot gérer est un mot un peu atroce. Mais c'est ce truc. Et après, ça on va en parler plus longuement, il y a là-dedans une mécanique d'écriture. Bon, moi qui suis ce qu'écrit Olivier depuis un moment maintenant, je pense qu'en termes de pure beauté technique d'écriture, on atteint un sommet en fait par rapport à jusque-là. Donc vraiment, pour moi, c'est un livre qui est voilà, qui est pas seulement un livre poignant, parce que bon, un livre poignant, franchement, il y en a plein, quoi. Faut être honnête. C'est un livre poignant qui ne verse pas dans le pathos, ça c'est énorme pour moi, parce que les livres qui versent dans le pathos, j'aime pas. D'ailleurs, c'est soit parce que ça me met mal à l'aise, tout simplement, soit parce que j'ai pas envie qu'on m'arrache des larmes à bon compte, c'est un peu trop facile. Moi, je suis super bon public pour ça, en plus. Dans tous les films et les séries me font pleurer ou presque, donc justement, et là c'est pas le cas. Il y a vraiment quelque chose d'autre. Puis il y a du rock dedans, il y a du football, et ça c'est important justement. C'est des choses qui. Et puis il y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on cherche à transmettre. Enfin, finalement, moi qui reste je trouve une chose essentielle qui est présente dans tous tes bouquins. Alors voilà, bon, moi c'est un peu une sorte d'interprétation un peu brute comme ça. J'ai pas vraiment envie de te questionner tout de suite. Je préférerais qu'on en écoute un extrait, si ça te va. Oui, bien sûr. Ouais. Je sais pas si je lis l'extrait qui est en 4e de couverture, parce que peut-être que les gens l'ont déjà lu, je sais pas. Mais ça plante un peu le décor. Mais ça sera avec ta voix, de toute façon. Oui, je vais commencer par ça. Mon cancer a un drôle de nom. Il évoque en moi quelque chose de goûteux et sucré. Il s'écrit miel-homme. Mais moi, je pense miel-homme. Je pense à mes os, qui ont perdu de leur rigidité, à mes os tendres, à la pulpe à l'intérieur qui les ramollit, les fragilise. Cette pulpe qui est comme du miel. J'ai de la chance finalement. Si j'avais eu le choix, entre tous les cancers, c'est celui-ci que j'aurais choisi. J'aime bien la façon dont il sonne quand je prononce son nom à voix haute. Mon cancer s'écrit miel-homme, et je ne peux m'empêcher de penser miel-homme. Il me paraît plus doux, du coup, moins agressif. Grâce à lui, je me sens comme un héros Marvel. Je suis l'homme de miel. Tu veux une autre lecture ou... Je suis bien, oui. Ouais. Un extrait plus humoristique. Alors, ne croyez pas que j'ai une dent contre les ambulanciers, mais il y a plusieurs textes qui leur sont consacrés. Alors, celui-ci, c'est le deuxième. Le plus pénible dans le traitement qu'on m'inflige, c'est le trajet en ambulance. Les chauffeurs sont à moitié fêlés. Et surtout en musique, ils ont des goûts déprimants. Le premier écoute les productions de world music de Peter Gabriel. Vous prenez de la musique africaine, vous lui enlevez tout ce qui lui donne son caractère, et vous nappez le tout de sons de synthé écœurants. Au final, ça ressemble à la musique diffusée dans les funérariums. Vu l'endroit où je me rends tous les matins, je me dis qu'il cherche à me préparer à la prochaine étape. Le deuxième n'aime pas la musique, alors il écoute énergie. Le volume poussé au maximum. Quelquefois, ma calotte crânienne fait des bonds et des loopings. Quand je sors du véhicule, j'ai envie de taper sur tout le monde. Des idées inavouables me trottent dans la tête. Pourquoi ne pas lancer une pétition sur le net en vue de rétablir la peine de mort pour les programmateurs radio? Je ne connais pas les goûts du troisième. Il n'écoute pas de musique. Il porte des mitaines pour conduire, roule à 130 km/h sur les départementales, ne prononce pas un mot, et me jette des regards furieux si j'ai le malheur de lui poser une question. En fin de compte, je crois que c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affinité. Voilà. Ouais, c'est une belle illustration, je trouve, de la façon dont tu réussis donc face à cette omniprésence, donc, que pour le coup le premier extrait, celui qui est une couverture, annonce sans phare en disant on parle de maladie, on parle de maladie terrible. Et effectivement, le deuxième extrait montre tout de suite comment des choses qui pour moi font partie de cet univers de la maladie, du traitement, du médical, donc des choses qui sont
dérangeantes ou atroces, hein, ou pénibles, au minimum, au strict minimum, en fait, comment tu les réinscris aussitôt dans une espèce de quotidien avec une forme d'humour et qui est pas de l'humour cynique, tu vois, enfin Oui, qui oui. est Mais je pense que c'est en fait ça m'a aidé. Au- au Christophe Luquin, mon éditeur, il a bien aimé quand il m'a demandé comment était né ce livre, et je lui ai dit c'est le seul livre que je n'ai pas décidé d'écrire. Enfin, en réalité, ce livre m'a sauvé la vie de la même façon que les 4 médecins qui m'ont suivi m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire que là, tu parlais de la transmission. Ici, à aucun moment, je me suis posé la question de la transmission. C'est-à-dire que voilà, j'écrivais ces nouvelles, elles me faisaient enfin, ces nouvelles, oui, ces chroniques, et elles me faisaient du bien. C'est-à-dire elles me montraient la direction. La direction, c'était rester toujours positif, rire des choses qui sont quand même assez, assez humoristiques, parce qu'on en trouve, même dans les moments les plus dramatiques. Et, et donc au départ, je ne me suis pas posé la question de la transmission. Il se trouve que au départ, j'avais jamais pensé en faire un roman, et j'ai commencé il y a 2 ans à publier sur Facebook. J'ai publié quelques extraits comme ça, et j'ai eu tout de suite énormément de retours, des gens qui m'écrivaient en MP. Moi aussi, j'ai une maladie, ça m'a fait énormément de bien. Donc je me suis dit bon, mais je transmets au moins quelque chose de plutôt optimiste à tout le monde. Et donc la transmission, elle est venue de ce fait. Peut-être que c'est une déformation professionnelle. Hein, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, au départ, je m'étais pas posé la question de la transmission. C'était juste pour m'aider moi. Il y a une petite nouvelle qui est consacrée, qui s'appelle Psy aussi. Où au début, chaque fois que je croisais un copain que je lui racontais, il me disait mais tu vas voir quelqu'un. Il n'osait pas prononcer le mot psy. C'était quelqu'un. Et en fait, non, moi j'avais pas besoin de psy. J'avais mes stylos, j'avais mes papiers. Dans la salle d'attente de l'hématologue, ben, tout d'un coup, je sortais du rendez-vous, mais au lieu de rentrer directement, je m'asseyais dans un coin parce que j'avais peur d'oublier. Il y avait des tas d'idées qui arrivaient. Voilà, quand j'arrivais en radiothérapie après les trajets en ambulance, bon, mais là c'était du pain béni pour moi parce que j'ai quasiment rien inventé. Ça va peut-être te décevoir par rapport à ta présentation du début. Il y a peut-être 95% de réel là-dedans, si ce n'est la mise en forme évidemment et le traitement. Ouais. mais quand je pensais transmission, c'était pas tant, enfin pour moi, transmission vers la lectrice ou le lecteur. Hein. Ça, effectivement, elle soit inhérente d'une certaine façon, en fait. Et pas nécessairement en projet, c'est plus une espèce de transmission interne. Je pensais à ça parce que je trouve que justement, dans les détours de ces chroniques, de ces nouvelles ou de ces retranscriptions du réel, enfin de cette façon de transformer une anecdote, parce que enfin, c'est aussi quand même ce qui fait, enfin c'est une grande banalité hein, ce que je dis là, mais ce qui différencie souvent quand même un écrivain de quelqu'un d'autre, c'est que on voit les mêmes choses, mais l'écrivain il en fait quelque chose, il sait en faire quelque chose, il essaye en tout cas d'en faire quelque chose, alors que bon nous, voilà oui tiens il y a un ambulancier il est taciturne. Bon. Et voilà, un ambulancier taciturne, tu vois, t'en fais quand même tout de suite quelque chose d'autre, hein, parce que tu vas le faire contraster avec deux autres. Oui. Tu vois, il y a un art de l'écriture qui est réel. Donc ça j'y reviendrai tout à l'heure. Hein, mais je pensais plus, tu vois, au fait que, et ça, bon, moi je veux surtout pas surdramatiser, je pense qu'il n'y a pas besoin de surdramatiser, tu vois, ça l'est déjà suffisamment. Mais une chose qui est frappante, c'est que dans ce tourbillon, en fait, et cette pression qui se crée et que rend, justement, sans effets spéciaux, mais que rend par sa pure dureté, en fait, magnifiquement l'homme de miel, sans arrêt se pose des questions de finalement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vaut en fait d'être préservé et transmis d'une certaine façon. Y compris quand c'est pas transmission, tu vois, orchestrée, enfin pas de façon professorale, hein, mais de façon par l'exemple, par de quoi tu vas choisir de parler finalement avec tes proches. Enfin, pour moi, c'est ça en fait qui en fait quand même un ouvrage qui questionne un peu. Oui, non, mais je comprends. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre quoi, quand on est menacé, quoi. Ouais, effectivement, hein, déjà j'ai voulu transmettre ce message positif à ma famille, à mes enfants, ne serait-ce que par mon comportement. Et tout est un petit peu imbriqué, c'est-à-dire que mon comportement était optimiste, positif et tout ça, et donc
et les chroniques que j'écrivais au même moment devaient l'être aussi. Et c'était une sorte d'interaction entre l'écriture et ma vie, en fait. Hein. C'était vraiment imbriqué à ce moment-là. Mais c'est vrai que à aucun moment j'ai décidé d'en faire un roman. Ce n'est que au mois de décembre dernier, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec 49 chroniques. Pour la petite anecdote, j'avais 49 ans. Et je me suis dit, bon ben, il faut que je le fasse publier avant mes 50 ans. Ce serait un signe. Sinon, on sera obligé d'écrire voilà. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, là, j'ai décidé d'y mettre un point final. Même si un jour, il y aura peut-être une suite. Mais bon, ça, c'est pas calculé. Ah ouais, je trouve qu'il y a une chose. Bon, tu as pris l'exemple de l'ambulancier, tu as mentionné tout à l'heure les 4 médecins ou chirurgiens, enfin. Oui. Mais je trouve que tu as cette façon d'appréhender enfin, l'univers médical qui aussitôt est en réalité omniprésent, mais de le remettre à, je sais pas bien comment dire ça, à sa juste place, c'est-à-dire à la fois omniprésente, c'est pas la peine de raconter des histoires, il est omniprésent, tu le dis plusieurs fois, enfin, c'est la vie, une fois qu'on lutte contre la maladie, médicale, il est tout le temps là, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut effectivement ni le sacraliser complètement, ni passer par tous ces petites contraintes en fait qui voudraient te faire totalement changer de vie en fait au-delà du nécessaire d'une certaine façon. Et je trouve qu'il y a aussi de la résistance là-dedans. Enfin... Bon, ça c'est vrai parce que j'ai dû résister non seulement aux médecins mais à la famille aussi qui souvent voulait me tempérer quand je voulais reprendre le sport plus tôt, quand je voulais reprendre le travail plus tôt. Et qui freinaient tous des 4 fers. Donc oui, effectivement, j'ai dû résister à tout ça. Après, je sais pas sur tout. Donc, mais réellement, ça va vous paraître peut-être absurde ou totalement inconscient. Il y a eu des moments où j'ai estimé que j'avais de la chance, en fait. Ne serait-ce que vous retrouvez en radiothérapie avec un petit gamin de 6 ans, ben vous dites, mes enfants, ils ont rien. Donc j'ai de la chance. Parce que moi, je peux résister à ça. Voilà. Réellement, il y a un passage aussi à l'intérieur du livre où je dis que finalement ça a peut-être été une chance dans ma vie parce qu'il m'a permis d'écrire ce livre. Et bon, certainement tu reviendras au style tout à l'heure qui est différent des précédents, etc. Mais par exemple, une chance à ce moment-là, c'est d'avoir rencontré un ami à moi à l'époque il ne l'était pas, c'est un peintre qui s'appelle Eddie Morano. Et on a commencé les projets au moment où j'ai été assailli par ce myélome. Et ces projets, c'était pendant les vernissages, je devais écrire des petits textes qui iraient sous ces toiles. Et donc je devais écrire dans un format très court, ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Et il y a eu donc cet exercice-là, d'écrire dans ces formats courts pour cet ami peintre. Et en même temps, voilà, ces idées qui fusaient comme ça quand je sortais d'un examen ou autre. Et donc la rencontre avec ce peintre a été une chance. Et finalement, toute cette coïncidence, toute cette concordance fait que j'ai pu écrire ce roman. Et j'espère que ça va être une chance dans ma vie, ce roman. Là, je vais revenir après sur les aspects, mais en tout cas, moi, c'est mon sentiment, c'est que ce roman, quand bien même on essaierait une seconde d'oublier son sujet, si on ose dire, enfin, il y a tout à coup une convergence de puissance d'écriture, en fait, qui marque, effectivement, même par rapport à ceux qui le précèdent immédiatement. Alors, moi, je pense qu'il y en avait une partie qui était déjà perceptible dans l'ombre des années sereines, en termes de puissance d'écriture, peut-être parce que c'est un sujet qui était également extrêmement difficile, au fond. Et très proche. Et donc ça est très proche, puisque ça touchait vraiment, enfin je pense familialement de façon fondamentale. Donc je pense que ça oblige, soit on va faire un truc, bon bah c'est les mémoires familiales, voilà, c'est son journal, et donc avec tous les défauts que ça peut avoir, soit il faut se forcer à ce moment-là à ce que l'écriture porte le projet à l'étape d'après. Puis dans la mesure où ce sont des chroniques courtes, elles sont obligatoirement, elles doivent être fortes. C'est-à-dire que dans un roman, il y a forcément des passages un peu plus descriptifs ou pour amener l'émotion, on va prendre un peu plus son temps. Là, dans ces petites, il fallait que le texte, même si
il faisait une demi-page, il fallait qu'il y ait une émotion à la fin, que soit le rire, soit un petit peu bon, de mélancolie, peu importe, mais il fallait que chaque nouvelle soit forte. Et bon, ça m'a pris 2 ans et demi pour l'écrire, puisqu'au début, c'était un projet comme ça que je menais en parallèle sans avoir d'idée. Mais il fallait à chaque fois, j'ai éliminé il y avait des petits textes quand je sentais qu'il n'y avait pas de puissance, oui, ou de fin. Il fallait toujours qu'il y ait une petite cabriole à la fin. Et si j'avais pas ça, je l'ai laissé de côté. Il fallait toujours que chaque chronique soit fort. D'ailleurs, ce roman, au départ, le titre de départ, c'était Chronique d'une vie annoncée. En écho à Chronique d'une mort annoncée, pour ceux qui connaissent le film. Et c'est après, quand j'ai écrit la petite nouvelle L'homme de miel, que ça s'est imposé à moi et à mon éditeur aussi. Un autre extrait. Oui, bien sûr. Je pense totalement choisir sur quelle tonalité tu as envie d'aller là. Tu parlais de puissance, moi j'aime bien l'exercice bonus peut-être, je sais pas. Sinon si tu trouves un autre. Donc celui-ci s'appelle exercice bonus, et pour ceux qui l'ignorent, je suis prof dans la vie réelle. Donc je place souvent des exercices bonus en fin de contrôle. Ils sont difficiles. La plupart de mes élèves les ignorent. Ils ne tentent même pas de lire la consigne. Ils finissent avant l'heure mais ne s'y frottent pas. Ils lèvent les yeux, échangent des sourires et des grimaces en attendant la sonnerie qui annonce le cours suivant. Une poignée seulement tente sa chance. Il est rare qu'ils trouvent la solution, mais ils cherchent, ils essaient, raturent, recommencent. Après mes opérations, mes traitements, après toutes ces années de lutte, j'espère que la vie a placé un exercice bonus en fin de ma copie. Si c'est le cas, je ne me défilerai pas. Je décortiquerai la consigne. Je chercherai le bon angle d'attaque. Je ne lèverai pas la tête. Non, je n'échangerai ni sourire ni grimace en attendant la mort. C'est la moins rigolote, celle-là. Sinon, tu en veux une autre, ouais, pour détendre? Ouais. Bon, j'étais obligé de la lire ce soir, parce que c'est pour ma cousine qui est là. Donc la chronique s'appelle Concours de cicatrices. Donc 26 cm de cicatrices courent sur ma peau. 3 cm au niveau du coude, résultat d'une ancienne fracture. 8 cm sur le cou, une marque discrète, parallèle à la carotide, et 15 cm sur la nuque. Des lignes ciselées par le docteur Debarge pour me débarrasser de la tumeur et y mettre son métal précieux à la place. Je suis un guerrier, un super-héros. Je suis Batman, Superman, Terminator et Robocop. Parfois je roule des mécaniques. Je frime même un peu intérieurement. Et puis je pense à ma cousine Sophie. Son doigt a été recousu sur 25 cm. Elle a une cicatrice de 30 cm sur le cuir chevelu, qui va d'une oreille à l'autre comme un diadème. Celle qui court de son nombril à sa hanche approche les 20 cm. Lorsque je l'ai défiée au concours des cicatrices, elle a même failli oublier de me signaler les 3 cm qui parcourent son poignet droit. Elle trouvait ce petit serpent si ridicule à côté des autres. Elle me les aurait bien donnés, ces 3 cm. Je les aurais bien récupérés. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose à l'histoire. Une marque de 5 cm balafre son ventre. Celle qui longe l'extérieur de son sein droit mesure 10 cm. Si je fais la somme, j'obtiens un total de 93 cm. Ma cousine, c'est Batman. Moi, tout au plus, je suis Robin. Il est magnifique cet extrait, mais puis il arrive à faire quelque chose d'extrêmement particulier. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose dedans. J'espère que ça va pas te vexer, mais qui traverse tout le truc, c'est qu'un des moteurs aussi bien humain, si j'ose dire, du roman, que littéraire, c'est qu'il y a quand même un sens de la compétition, dont celui-ci, je pense, est emblématique. Tu vois, un concours de cicatrices, même si c'est une figure, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais on le retrouve avec le football, la façon dont tu en parles, y compris, tu disais tout à l'heure, quand ta famille a pu
et là, sur le véritable personnage, pas nécessairement sur le personnage, mais au moment où tu apprends la première mauvaise nouvelle, où quasiment, ce qui préoccupe le personnage, c'est, ouais, mais le match de la semaine prochaine. Mm. Alors qu'on C'est est, vrai. en gros, en train d'expliquer au personnage que, non, mais il va peut-être mourir là dans 3-4 jours, et puis que s'il va sur un terrain de foot, c'est même sûr qu'il va mourir, quoi. Ou en tout cas se retrouver sur une chaise roulante. Et C'est voilà. ce qui m'attend. Et là, je trouve qu'il y a, régulièrement, il y a ce côté, alors, avec le mélange de vrai sens de la compétition, puis de côté joueur, quoi. Et qu'on va retrouver dans des choses extrêmement importantes à un moment qui viennent derrière ça, mais je te dirais tout à l'heure, qui sont autour de c'est quoi avoir fait ce qu'on voulait faire, tu vois, qui va un peu avec ça pour moi. Mais il y a quand même ce côté, alors ouais, c'est le sens de la compétition. Oui, oui, c'est vrai que sous des dehors un peu doux et enfin c'est vrai que je suis pas à me battre à tous les coins de rue, mais j'ai vraiment oui ce sens de la compétition. Moi, là on m'a enlevé je continue à faire du foot mais entre copains, mais c'est plus la même chose. Moi j'aimais le foot avec un enjeu, voilà dans tous les domaines. Et je vais même peut-être choquer certains qui sont dans le milieu littéraire ici, mais même dans l'écriture, il y a une forme de compétition qui s'installe entre écrivains et moi je m'inscris dans cette compétition-là, c'est-à-dire que je peux avoir des crises de rage quand quand je vois un écrivain que je n'estime pas du tout, qui vend des milliers des milliers de livres, et c'est un moteur pour moi. C'est-à-dire que je veux pas m'avouer vaincu, je veux pas jeter l'éponge tant que je suis pas arrivé au niveau. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin, d'une façon légèrement différente, mais qu'on retrouve là, c'est cette convergence entre ce que tu voilà, montres et donc elle est un peu forcée d'avouer en fait sur le fait que oui, t'aimes la compétition, y compris en littérature. Et tu as utilisé un moment tout à l'heure en disant, c'est le paradoxe, c'est que sans justement faire de la bouillie de pathos, hein, que finalement, ce qui t'arrive devient une occasion, ou presque au sens footballistique. Mais c'est un peu ça. Le but est en vue, quoi. Enfin. Ben, par exemple, bon, on va pas parler de maladie toute la soirée, mais on est un peu obligé par certains moments. C'est vrai que quand on m'a annoncé ça, j'étais au stade 1 de la maladie, et donc il y a 3 stades. Et ma première question, ça a été, mais combien de temps on peut rester au stade 1? Il me dit, ben moi j'ai un patient qui est resté 2 ans. Voilà, il peut pas connaître les patients de toute la France, mais le patient qui avait duré le plus longtemps, c'était 2 ans. Bon, et moi j'ai tenu 3 ans. Voilà. Et tout de suite, quand il m'a dit ces 2 ans, j'avais cet objectif-là en tête. Alors, finalement, on peut rien faire, parce que donc là, je pouvais absolument pas agir contre la maladie, si ce n'est essayer de vivre normalement, continuer à faire du sport, aller au travail, essayer de la mettre un peu de côté. Alors, est-ce que ça a aidé? Ça, j'en sais rien. Je suis pas dans les rouages médicaux ou neuropsychiques. Ah oui, surtout que tu refuses de voir absolument tous les psychiatres qu'on te propose sans arrêt. Non, oui. Alors, le personnage, en tout cas, je te vois toi, regarde. Moi, c'est une des choses que j'ai beaucoup admiré dans ce livre parce qu'il y a une littérature qui est une littérature de la maladie qui existe, une grande littérature de la maladie, qui n'est jamais une littérature qui parvient à être joyeuse. Et ça, bon, moi, c'est peut-être la chose qui m'a le plus sidéré parce que je pense qu'il n'y a aucune affectation là-dedans, que c'est pas forcé, c'est que oui, on parle de maladie parce qu'elle est là, elle est sur la table. Hein. Voilà, on est bien forcé d'en parler. De toute façon, on ne peut pas faire semblant. Mais il y a un mélange effectivement probablement de discipline et sens de la compétition pour dire bah oui, mais c'est pas au fond le plus important. Enfin, et ce qui est paradoxal, hein, parce que ça structure tout, et l'ensemble de l'homme, enfin toutes les 49 textes sont structurés évidemment autour de la maladie. Mais c'est pas la maladie la plus importante là-dedans. C'est complètement autre chose. Oui, oui. Ben, moi, ce qui m'intéresse le plus, de toute façon, c'est l'écriture d'abord. Quel que soit le sujet abordé, ce que je veux, c'est l'écriture. Christophe Luquin, mon éditeur, quand il m'a dit qu'il publiait le livre et tout, je trouve qu'il a eu cette élégance. Il m'a dit, mais comment veux-tu qu'on me présente ce livre? Pour la première chose que je lui ai dit, surtout pas comme un témoignage ou comme un récit. Je veux qu'on le présente comme un roman. Voilà, même si 95% de ce qui se passe dans ce livre, c'est vraiment produit de cette façon-là.
Mais donc, pour moi, c'était important. C'est l'écriture d'abord. Alors, tu trouves plus de puissance à ce livre-là, mais tant mieux. Moi, ça voudrait dire que j'ai en quelque sorte une progression. Mais je pense aussi que le style s'adapte au sujet. C'est-à-dire que La nuit ne dure pas, ou par exemple, pour ne citer qu'une légende, il est raconté par on va dire un adolescent entre ses 17 et 19 ans. Donc je ne pouvais pas avoir un langage soutenu pour écrire une légende. Donc forcément, on va le trouver plus léger, ce livre, que L'Homme de Miel. Forcément. Mais il y a quand même un gros travail d'écriture derrière, avec une réflexion. Dans Quelqu'un à tuer, par exemple, il y avait une énigme. Tout le monde se parlait de l'énigme, mais en fait, l'énigme n'était pas dans l'histoire. Pour moi, l'énigme, c'était la différence de style entre les deux narrateurs. Pourquoi un avait un langage très soutenu, très littéraire, lui parce que c'était écrit, et pourquoi l'autre avait un langage parlé, on le découvre à la fin. Voilà. Et bon, moi, c'est quand même ce travail sur le style qui m'importe le plus. Et donc là, le sujet, bon, j'en ai déjà parlé, comme il s'avérait que ça devait être des chroniques assez courtes, il fallait que ce soit des chroniques coup de poing. Il fallait que chacune d'elles, je sais plus qui a écrit là sur Facebook, j'ai eu des retours, comme quoi c'était un coup de poing à l'estomac. Mais oui, je voulais que ce soit ça, ce livre-là. Pour moi, ça avait beaucoup rejoint une réflexion mais que j'avais lue, mais ensuite on en avait parlé avec un auteur que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est Arnaud Bertina, en fait, ici même, à propos, c'est pas comparable, mais sur un sujet qui peut porter aussi beaucoup à l'émotion et à l'émotion brute, qui était autour des questions d'immigration clandestine, de réfugiés, en fait, de gens qui échappent en fait à un sort terrible, et que ce sort soit politico-militaire ou simplement économique. Je suis pas sûr que ça fasse une profonde différence humaine, mais ça c'est mon opinion. Mais en tout cas, à propos d'un livre qu'il avait écrit, en fait, il a publié, mais en tout petit tirage, un journal de résidence en fait qui s'appelait C'est beaucoup Rochambeau, et sur lequel il venait vraiment beaucoup sur cette question. Quand tu es sur un terrain justement où l'émotion va tout emporter si tu la laisses faire, ça t'oblige à une discipline d'écriture 2 fois supérieure en fait aux autres sujets. Oui. Et j'aime bien cette idée d'être forcé justement, parce que sinon c'est du feu d'artifice qui est complètement hors contrôle, quoi. Et ça a toutes les chances à la fin de donner quelque chose de médiocre. Alors certes de très émouvant, mais de médiocre littéralement. Et que donc pour y arriver, il y a ce travail, et je trouve qu'il est extrêmement travaillé, quoi, cet ouvrage. Enfin, j'avais pas en tête, tu vois, que c'était 2 ans et demi d'écriture. Oui, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'aime pas dire ça parce que ça veut dire, mais on sent beaucoup plus de travail probablement que dans les précédents, mais de travail littéraire. C'est l'impression. Hein. Oui, peut-être. Peut-être parce que ça résonne avec le sujet justement, et que ça le rend peut-être plus visible, hein, à cause de. Oui, c'est-à-dire que c'est certainement le livre où mon style est le plus littéraire, au sens soutenu. C'est vrai que pour reparler de La nuit ne dure pas, ça racontait l'histoire d'un groupe de rock avec 3 jeunes, donc il fallait que ce soit nerveux. C'était dans les dialogues, il y avait des gros mots. Mais oui, là effectivement, peut-être que je ne pouvais pas me le permettre. Donc il fallait que je sois très exigeant, oui, de ce côté-là. C'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi en fait. Je sais pas si ça a été plus de travail, mais en tout cas il y a eu plus d'attention de ma part. Parce que les autres ont été beaucoup travaillés, mais il y a eu plus d'attention. Voilà, je voulais que chaque partie soit ciselée. Et donc orientée de cette façon-là, sur le côté plus soutenu. Tu m'en lirais un autre extrait Pourquoi pas, oui. L'autre extrait sur les ambulances, par exemple. Peut-être, pour il y en a d'autres avec Bon, moi j'adore les ambulances. Bon. Voilà. L'ambulance qui passe me prendre tous les matins est pleine de morts. Il n'y a pas moyen de leur échapper. Mon chauffeur me parle d'eux tout le temps. Chaque matin, en me conduisant à ma séance de radiothérapie, il évoque un client. Oui. Les personnes qu'il transporte, mon chauffeur les appelle ses clients. Il en choisit un au hasard, et il me raconte son histoire. Chaque jour une nouvelle. Toutes les histoires sont différentes. Mais la fin est toujours la même. Elle arrive, impitoyable, au moment où je commence à m'attacher au personnage. Quelquefois je me prends à espérer que son nouveau récit se finira bien.
Mais non. Jamais personne ne survit au monologue de mon ambulancier. J'ai fini par les voir tous ces morts autour de moi dans la voiture. Quelquefois, je suis tenté de m'excuser quand je m'assois trop brusquement sur l'un d'eux. Mon chauffeur a du talent. Ses descriptions sont précises. Elles grouillent de détails. Alors ces clients, je les imagine. Je vois leur visage. Celui de la gamine de 12 ans, si fraîche, si pleine de vie, jusqu'à celui du borgne acariâtre, qui passe son temps à cracher des jurons. Quand le chauffeur me questionne, je reste évasif. Je lui en dis très peu sur moi. J'entretiens le mystère. Je ne veux pas devenir une histoire à raconter à ses prochains clients. Mon ambulance est pleine de morts. Un jour, on va se faire arrêter. On est trop nombreux dans la voiture. Celui-là, là, par exemple, cet ambulancier, c'est lui qui me mettait la musique pour Funérarium. Voilà. Donc il existe vraiment. Au début, quand on s'est vu dans la librairie, tu m'as dit dans quelle mesure j'avais inventé des personnages, mais lui, je ne l'ai pas inventé, tu vois. Tu veux un autre, Ouais, je veux bien. un autre extrait Allez, peut-être pour présenter mon copain Eddie Morano et puis me fâcher avec quelques Parisiens de l'Assemblée. Eddie Morano est sorti à ma rencontre. Il n'avait pas l'air commode avec sa carrure de rugbyman et ses cheveux drus. Quiconque le croiserait dans la rue ne pourrait deviner qu'il est peintre. Il n'a pas la panoplie. Mais vis-à-vis de l'art, j'ai rarement rencontré plus honnête que lui. Il avait chaussé des mules en plastique et porté une combinaison de course en lycra noir qui le moulait comme une seconde peau. C'était une vision assez surréaliste. Pourtant, Eddie ne court plus depuis longtemps. Depuis qu'un accident de voiture a brisé ses 2 fémurs au sortir de l'adolescence. Ses habits, il les porte le week-end, quand il s'enferme pour peindre. De mon côté, j'avais enfilé mon survêtement de foot des vétérans du FC7. Il n'y a pas de faux semblant entre nous. J'ai l'habitude de côtoyer le milieu littéraire parisien, celui qui veille à son apparence, choisit soigneusement son foulard d'écrivain, sa coupe d'écrivain, sa veste d'écrivain, celui qui passe plus de temps à soigner son allure et son carnet d'adresses qu'à transpirer sur la page. Je ne suis pas très à l'aise dans ce milieu. Je n'ai pas le bon foulard. J'ai une veste en cuir quand il la faudrait en lin, et je n'ai jamais eu de mèche dans le vent. Je peux par contre mesurer la qualité de mes écrits au temps et à la sueur que j'ai laissé s'imprimer entre les lignes. Eddie est aussi ce genre d'homme. Il n'aime pas les salons. Il aime son atelier. Et je suis certain qu'en analysant ses tableaux, un jour, un restaurateur y décèlera une bonne dose de transpiration. Je voudrais insister sur les choses comme on s'approche de notre moment de conclusion, si on veut encore échanger. Oui. Une chose qui est frappante, c'est que par rapport à, voilà, ce livre, il n'est pas facile à présenter parce qu'effectivement, le titre est fabuleux, la 4e de couve nous dit quand même de quoi on parle, et même si elle propose effectivement, et ça c'est le sens de ce texte, de l'homme de miel, le miel homme, qui donne la bonne orientation, c'est justement qu'on va pas être dans quelque chose ni de complaisant ni de larmoyant, mais dans toute autre chose. Mais même si c'est centré sur la maladie, ce qu'il faut avoir en tête, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, c'est que il y a une immense variété en fait dans ces 49 pièces. C'est qu'on parle de vraiment beaucoup de choses très différentes. On va parler alors de choses médicales, bien sûr, oui, il y a des questions de biopsie, des questions d'hospitalisation, il y a questions on a vu d'ambulance, mais il y a aussi question de choses très différentes. Il y a question de bataille navale, il y a question de parfum d'enfance, il y a question de CDD, et il est question de beaucoup de choses en fait qui sont la vie dans toute sa variété, dans toute la façon dont elle va inévitablement résonner avec la situation, mais rester très foisonnante en fait. On n'est pas du tout confiné dans les 3 mètres carrés, dans les 7 mètres carrés d'une chambre d'hôpital, en train d'attendre des résultats. Il se passe énormément de choses dans ce roman. C'est ça que je voudrais dire, parce que je suis pas sûr qu'on y pense au départ. Mais oui, il fallait que ça soit une respiration aussi, puisque je vivais tout le temps là-dedans, donc c'est sûr que si j'avais écrit quelque chose de dramatique, ça n'aurait pu que m'enfoncer, donc il fallait que je m'échappe un peu. Évidemment, le sujet était là, mais il fallait que je m'en échappe d'une façon ou d'une autre. Ouais, mais ça fonctionne bien. Et en même temps, à aucun moment, ça ne fait artifice, justement. Ça
Ça fait s'échapper, mais ça ne fait pas échappatoire. On n'est pas en train de chercher à tout prix, ah non, bah, évacuons le sujet. Non, il est là, il est pas mis à distance justement de façon, enfin à la fourche. Hein, non, il est là, mais bon, on va faire avec. Et moi, j'aime beaucoup ce qui résonne avec ça, pour moi, avec même cette façon de construire les 49 trucs, c'est l'extrait 20, enfin le texte 29 en fait, que moi j'aime vraiment beaucoup, ne pas se plaindre. Tu veux le lire? Donc je vais me permettre de le lire en fait. Allez, pourquoi je l'aime vraiment beaucoup, c'est donc il s'appelle Ne pas se plaindre. Quand quelqu'un me questionne, je n'ai aucun mal à dire les choses. Dire les choses simplement, sans en rajouter, mais ne pas se plaindre. Non, ne pas se plaindre, jamais. Parce que la vie m'a réservé des trésors que même la mort ne pourra me reprendre. Ne pas se plaindre, parce que ce n'est pas si grave au fond. Parce que ce qui me touche vous a épargné, vous, Lise et Dan. Parce que vous avez une vie à faire, un destin à accomplir, parce que ma foi, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Et tant pis pour moi si je n'ai pas été assez rapide pour les réaliser tous. Si je n'ai pas su plus tôt provoquer ma chance. Oui, ce n'est pas si grave au fond. Ne pas se plaindre, non, ne pas se plaindre, jamais. Ah. Et j'aime beaucoup, si je n'ai pas été assez rapide pour les réaliser, parce que ça fait vraiment joueur de foot, tu vois. De toute façon, si j'ai manqué ce but-là, c'est parce que j'ai pas été assez rapide. Tu vois. Oui, et j'ai pas pris assez de risques. Oui, peut-être. Ouais. Mais du coup, je trouve, enfin voilà, il est presque au centre. Enfin non, il est pas au centre, c'est pas vrai. Il est aux deux tiers. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il éclaire beaucoup ce qui se passe avant et qu'il en dit beaucoup aussi sur ce qui va se passer après. Enfin, ce qui se passe des choses. Hein. Cette fois, bon, comme je spoil pas, je vais pas vous dire ce qui se passe. Et voilà. En tout cas, c'est un livre très étonnant, très attachant. Je pense que ça, c'est une évidence. Rappelons que le drôle de nom de ce cancer n'arrive en fait que, voilà, ça on l'a spoilé dès le début, donc on peut dire, mais il arrive en fait que à l'extrait 43, donc proche de la fin en fait. Et ça aussi, cette position, enfin pour moi, elle est pas du tout neutre. C'est que le moment où finalement le miel et la maladie peuvent quand même se réconcilier réellement, il faut qu'il y ait quand même déjà eu un peu de un peu de terrain parcouru, parce qu'au départ on veut dire ne pas se plaindre, et puis oui, on va pas dire prendre les choses du bon côté, c'est pas ça. Mais aller trouver effectivement dans l'écriture, dans la mise en perspective des textes, des ressources, c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans les 15 premières pages. Sans doute. J'ai l'impression. Il y a quand même aussi de la digestion qui se produit là-dedans. Le tout premier texte, au départ, il a été écrit pour Eddie Morano. C'était un tableau qui s'appelait Memento Mori. Et quand j'ai dû travailler sur ce tableau, je sortais de ce premier rendez-vous et j'ai eu tout de suite l'idée. Donc ça a été vraiment, voilà, on va dire, deux œuvres qui ont fait écho, c'est-à-dire le travail avec Eddie Morano et ce projet parallèlement. Il y a beaucoup de textes qui ont participé au vernissage d'Eddie Morano. Les petits textes du milieu sur la chute, sur la liberté, etc. C'était des petits textes courts qui illustraient ces peintures et que je pouvais pas, que j'étais obligé de mettre dans ce recueil parce que voilà, ils s'imposaient, ils m'ont construit, ils ont construit aussi cette façon d'écrire. Donc j'aimerais rajouter quelque chose, parce qu'on parle beaucoup des écrivains, mais pas souvent des éditeurs. Et bon, pour ceux qui ont déjà le livre en main, vous avez vu le travail de Christophe Luquin, ce travail d'orfèvre. Voilà, moi j'aime beaucoup l'objet livre. J'ai déjà été publié en numérique, mais pour moi, un jour un éditeur m'a dit ton livre est déjà sorti en numérique. Pour moi, je suis désolé, mais ça ne représentait rien. Par contre, avoir l'objet entre les mains qui soit agréable et super, avec son double rabat, avec le double rabat, etc. Ça ne gâte rien. C'est vrai, on l'a pas fait parce qu'on va en parler quand même, mais bon, on peut le dire aussi également en passant que Christophe Luquin est un auteur qu'on aime beaucoup, hein, dont on trouve régulièrement des textes magnifiques qu'on a très envie de défendre auprès de nos lecteurs, des textes qui sont exigeants. Et je trouve que le texte d'Olivier Martinelli est un texte exigeant, un texte qui dissimule un peu son exigence, justement, de façon à rendre, je pense, à la fois acceptable et
digestible la matière dont il s'agit, qui sinon est une matière qui est rude. Enfin, faut pas te raconter d'histoire. Et c'est superbement fait, quoi. C'est vraiment un très très beau texte. Merci à tous. Mais merci, Hugues. Et donc je vous propose qu'on continue autour de quelques vers, de façon à remettre un petit peu de, enfin non pas qu'il y ait pas de joie, hein, mais loin de là. Mais... Non, parce que alors c'est pas pour défendre absolument le livre, mais c'est vrai que tous les premiers retours que j'en ai eu, c'est que c'est un livre qui donne envie de vivre en fait, plus intensément. Voilà. C'est en général c'est ce qu'on m'a dit. Je suis entièrement d'accord. Qui donne beaucoup d'énergie et tout, donc j'espère que ce sera le cas pour les futurs lecteurs. Merci beaucoup Olivier. Merci Hugues de m'avoir reçu.